Au cours des dernières années, les tests de généalogie nous ont révélé les véritables identités des 1981. Jane et John Doe du comté de Harris, le garçon dans la boîte et la dame des dunes, certains des cas les plus déroutants de la communauté du true crime. Cependant, en plus d'aider à identifier les victimes, ce type de test est également devenu un excellent outil pour orienter les enquêteurs vers le coupable. Rejoignez-nous pour cet épisode alors que nous examinons 4 affaires non résolues vieilles de plusieurs décennies qui ont finalement été élucidées. Mary Schleius. Le corps de Mary Schleius, âgée de 25 ans, a été découvert à un carrefour dans le canton de Springbrook dans le Wisconsin, le 15 février 1974. Elle avait été poignardée mortellement en faisant de l'autostop de Minneapolis à Chicago pour une exposition d'art. On sait peu de choses sur l'enquête initiale concernant le meurtre de Mary, mais selon ABC News, pendant des décennies, des pistes ont été reçues et suivies, puis minutieusement examinées avant d'être écartées. Plusieurs agences des forces de l'ordre ont participé aux interrogatoires de dizaines de témoins et de suspects potentiels, et de l'acide désoxyribonucléique a été extrait des preuves de la scène de crime au fil des années lorsque la technologie l'a permis. Mais malgré tout cela, l'affaire de Mary est restée non résolue. Les enquêteurs pensaient être proches de trouver des réponses en 2009, lorsqu'ils ont identifié Randall Woodfield, le tueur de l'I-5, comme suspect. Bien qu'il corresponde à la description d'un témoin et qu'il voyageait entre Portland et Green Bay à l'époque, il n'a jamais été concrètement relié à l'affaire, et donc jamais inculpé. L'une des principales pièces à conviction de la scène était un bonnet de laine sur lequel des cheveux avaient été prélevés. Bien qu'un profil acide désoxyribonucléique ait été établi, il ne correspondait à personne dans la base de données de la police. Ainsi, en 2024, les enquêteurs se sont tournés vers les tests de généalogie qu'ils espéraient pouvoir les aider à cibler un suspect en particulier. Les enquêteurs ont uni leurs forces avec le Ramapo College du New Jersey, spécialisé dans ce type de test, et après avoir interrogé des proches et recueilli des preuves acides désoxyribonucléiques, il a été annoncé que John Miller, âgé de 84 ans, était l'auteur du crime. Miller, qui vivait dans le Minnesota, a d'abord nié connaître Mary ou avoir entendu parler de sa mort lorsque les enquêteurs l'ont approché. Cependant, confronté aux preuves acides désoxyribonucléiques, le vieil homme a révélé qu'il avait pris Mary en stop et lui avait demandé un rapport sexuel en échange du trajet. Lorsqu'elle l'a repoussé, il a déclaré avoir saisi le couteau qu'il avait rangé dans son véhicule et l'avoir poignardé dans le dos. Les enquêteurs ont noté que Mary avait été poignardée à de nombreuses reprises et qu'elle présentait de nombreuses blessures de défense aux mains. Miller a affirmé qu'après le meurtre, il s'était arrêté sur l'autoroute et avait tenté de dissimuler son corps dans un banc de neige. Toutefois, effrayé par une voiture qui passait, il a abandonné ses tentatives de dissimulation et s'est enfui. Il a avoué être le propriétaire du bonnet. Après ses aveux, il a été détenu à la prison du comté de Steele et inculpé d'un chef de meurtre au premier degré. En novembre 2024, il attend son extradition vers le Wisconsin. L'affaire est toujours en cours. Esther Gonzalez. Esther Gonzalez, âgée de 17 ans, a été vue pour la dernière fois le 9 février 1979 lorsqu'elle a quitté la maison qu'elle partageait avec ses parents dans la ville de Beaumont, en Californie, pour aller chez sa sœur à pied. Elle n'est jamais arrivée chez sa sœur et n'est jamais rentrée à la maison non plus. Esther a été portée disparue pendant moins de 24 heures lorsque, le 10 février, un homme anonyme a contacté les autorités pour leur signaler qu'un corps avait été découvert dans la neige près de la route 243. Les autorités sont rapidement arrivées sur place et ont identifié le corps comme étant celui d'Esther. Sa mort avait été violente, elle avait été agressée sexuellement et battue à mort. Environ une semaine plus tard, les enquêteurs ont pu déterminer que l'informateur anonyme, qu'ils avaient à un moment décrit comme querelleur, était Louis Randolph Randy Williams. Williams avait refusé de donner des détails sur ce qu'il faisait dans la région et sur la façon dont il était tombé sur le corps d'Esther lorsqu'il avait contacté la police, et après son identification, il a été interrogé et invité à passer un test au détecteur de mensonges, ce qu'il a accepté.
Williamson a réussi le test au détecteur de mensonges, mais son acide désoxyribonucléique n'a pas été prélevé ni analysé car la technologie n'existait pas à l'époque. Le test au détecteur de mensonges a suffi aux enquêteurs pour l'innocenter officieusement du crime, même s'ils ont maintenu qu'il restait un suspect dans l'affaire. Au fil des années depuis le meurtre d'Esther, les détectives ont périodiquement rouvert l'affaire et réexaminé les preuves. Un échantillon de sperme prélevé sur Esther a été ajouté à la base de données acides désoxyribonucléiques, mais aucune correspondance n'a été trouvée. 4 décennies et demie se sont écoulées avant que l'affaire ne connaisse une véritable avancée. En novembre 2024, les autorités ont fait une annonce surprise en confirmant que Williams était en fait le meurtrier d'Esther. Williams étant décédé en 2014, il ne peut pas être jugé, mais lors de son autopsie, un échantillon de sang avait été prélevé et conservé. Les autorités de Floride, où il était décédé, ont accepté d'envoyer l'échantillon en Californie afin que les enquêteurs puissent le comparer à l'acide désoxyribonucléique retrouvé sur la scène du crime. C'était une correspondance parfaite. Heureusement, il y a encore beaucoup de membres de la famille Gonzalez en vie qui ont pu obtenir une certaine forme de clôture dans cette affaire. Elizabeth, la sœur d'Esther, âgée de 64 ans, a exprimé à Cable News Network sa joie d'avoir enfin obtenu une conclusion. « Nous en sommes heureux, mais comme l'homme est décédé, c'est un peu triste qu'il ne passera aucun temps en prison pour son meurtre. » Elizabeth se souvenait qu'elle était très proche de sa sœur car elle n'avait qu'1 an d'écart. Elle a décrit Esther comme drôle, mais timide et douce. Elle avait 5 autres frères et sœurs en plus d'Elizabeth. Dans un post Facebook, Eddie, le frère aîné, a remercié les enquêteurs pour leur persévérance. Peu d'informations ont été divulguées sur Williams, mais les enquêteurs souhaitent en savoir plus sur l'affaire d'Esther et déterminer si Williams est lié à d'autres affaires. Si vous avez des informations concernant l'un de ces sujets, vous pouvez contacter les autorités à Cold Case Unit chez rivcoda.org. Kathy Holly. Kathy Holly, âgée de 19 ans, a été vue pour la dernière fois le 29 mars 1979 lorsqu'elle a quitté son appartement pour aller chercher sa sœur au centre commercial Northgate à North Aurora, dans l'Illinois. Elle n'est jamais arrivée au centre et sa famille ne l'a jamais revue. Pendant des semaines, la disparition soudaine de la jeune femme a été enquêtée, mais aucun véritable indice ou preuve n'a été découvert jusqu'à 3 semaines après sa disparition, le 24 avril, lorsque le corps de Kathy a été retrouvé dans la rivière Fox. Cependant, l'affaire est restée en sommeil pendant des décennies. Il y avait peu d'informations dans l'affaire de Kathy. Elle n'avait pas d'ennemis connus et menait une vie parfaitement ordinaire et tranquille. Ce n'est qu'en 2020 que l'affaire a repris un peu d'élan. Les détectives de North Aurora ont réexaminé les preuves dans son affaire et les ont envoyées pour des analyses supplémentaires. Les espoirs des enquêteurs ont ensuite été ravivés lorsque l'acide désoxyribonucléique de 2 individus a été retrouvé dans les preuves. Cependant, l'échantillon d'acide désoxyribonucléique était trop dégradé pour des analyses et un profilage plus poussé. 2 ans plus tard, la police a fait une nouvelle tentative. Ils ont découvert une boîte de preuves contenant les affaires de la jeune femme de 19 ans ainsi que des éléments montrant qu'elle se rendait régulièrement au centre commercial où elle se dirigeait le jour de sa disparition, en partie parce qu'elle y travaillait. L'année suivante, les preuves ont été envoyées à un laboratoire médico-légal en Floride pour être analysées avec l'outil MVAC nouvellement installé. En août 2024, les autorités ont reçu un rapport du laboratoire indiquant que l'acide désoxyribonucléique, présent sur les vêtements de Kathy, était environ 9,4 000 milliards de fois plus susceptible de provenir de Bruce Lindahl. Bruce Lindahl est né en 1953 et a mené une vie de criminalité dès le début des années 70. Son casier judiciaire comprenait l'enregistrement et l'écoute illégale des appels téléphoniques d'autrui pour chantage, possession illégale d'armes, résistance à l'arrestation ainsi que diverses accusations de viol et d'agression. Il est aussi suspecté d'être un tueur en série. En janvier 2020, des preuves acides désoxyribonucléiques ont révélé qu'il était responsable du meurtre et du viol de Pamela Mora, âgée de 16 ans, dont le corps a été découvert le 12 janvier 1976. Elle était allée dans une supérette la veille au soir pour acheter une boisson et n'est jamais retournée chez son amie. On pense également que Lindahl est lié à la disparition de Deborah McCall, âgée de 16 ans, qui a été vue pour la dernière fois à Downers Grove, dans l'Illinois, le 5 novembre 1979. Des photographies de jeunes filles ont été découvertes dans son appartement, y compris une d'une fille ressemblant à Deborah. En 1980, Lindahl a enlevé Deborah Collender, âgée de 25 ans, sur le parking d'un centre commercial à Aurora. Elle a déjà été agressée sexuellement par lui dans son appartement, mais elle a réussi à s'échapper après qu'il se soit endormi.
Alors qu'elle a prévenu la police et qu'il a ensuite été arrêté, les charges contre lui ont été abandonnées lorsque Deborah a disparu un jour après son travail. Étant le témoin clé, l'affaire contre lui s'est écroulée. Le corps de Deborah a été découvert en 1982 à Oswego, Illinois. Un homme s'est manifesté peu de temps après, déclarant que Lindahl lui avait proposé de l'argent pour tuer Deborah parce qu'elle allait témoigner à son procès. Lindahl est devenu le principal suspect dans l'affaire. Le dernier meurtre de Lindahl fut celui de Charles Chuck Huber Jr., âgé de 18 ans. Le 4 avril 1981, ils ont joué au bowling à 10 kids ensemble, mais plus tard, Lindahl a poignardé Chuck 28 fois avec un couteau. Pendant l'agression, le tueur s'est accidentellement coupé à la cuisse, sectionnant sa propre artère fémorale. Cela a conduit Lindahl à mourir d'une hémorragie. Les enquêteurs ont déterminé que Kathy avait été enlevée par Lindahl sur le parking de son immeuble. Il l'a ensuite emmenée à la rivière Fox, où son corps fut retrouvé plus tard. Puisque Lindahl s'est accidentellement tuée en 1981, les autorités ne peuvent d'ailleurs pas porter d'accusation, mais elles sont satisfaites que l'affaire soit classée. Ils ont noté que Lindahl pourrait être responsable des meurtres d'au moins 12 femmes et filles, ainsi que de 9 viols. Murray Tracy. Le 26 juin 1980, une équipe de construction travaillant sur l'autoroute 55 a découvert le corps d'une jeune femme près d'un fossé d'irrigation. Les autorités arrivées sur les lieux ont identifié la victime comme étant Mary Tracy, âgée de 25 ans, qui avait disparu seulement 2 jours plus tôt à Garden City, dans l'Idaho. Elle a été vue pour la dernière fois marchant le long du boulevard Shinden, une zone remplie de bars et de boîtes de nuit, où Mary était bien connue. L'autopsie de Mary a révélé que sa fin avait été cruelle et violente. Elle avait été poignardée 11 fois à divers endroits, notamment à la jambe, au bras, à la poitrine, à la main et au dos, la blessure mortelle ayant transpercé son cœur. Elle avait aussi subi un traumatisme crânien à l'arrière du crâne. Un morceau de journal datant de 13 ans plus tôt a été retrouvé collé sur un côté de son visage, tandis qu'une empreinte digitale ensanglantée se trouvait sur son dos. Malgré cette preuve, l'empreinte digitale n'a pas permis d'identification ou de comparaison. Le mari de Mary a rapidement été écarté de l'enquête puisqu'il était à l'hôpital au moment de sa mort. Les enquêtes de voisinage ont révélé que des voisins avaient vu la femme de 25 ans se disputer avec un homme à moto le jour de sa disparition, mais sans information supplémentaire, l'affaire était restée sans suite. Pendant des décennies, l'affaire est restée en sommeil, mais en 2023, les détectives du bureau du shérif du comté d'Ada ont commencé à examiner d'anciennes notes, dossiers et preuves. Un kit d'agression sexuelle a également été envoyé pour des analyses acides désoxyribonucléiques, tandis que les témoins et les suspects potentiels ont tous été de nouveau interrogés. Finalement, les autorités ont identifié un suspect principal, Charles Nicholas Strain. Une note dans le dossier suggérait que Strain était impliqué parce qu'un informateur en prison avait déclaré l'avoir vu dans une boîte de nuit le 24 juin. Strain a dit à l'informateur qu'il avait tué une fille en la poignardant à mort et en la jetant dans un fossé au bord de la route. D'après tout le monde, Strain était un criminel endurci et un homme violent. En 1980, il était principalement responsable d'une série de vols à main armée et de cambriolages dans plusieurs États, mais en 1981, il a enlevé sa fille de 10 ans et s'est enfui en Arizona. Pendant plus de 2 ans, la petite fille a cru que sa mère était morte dans un accident de voiture jusqu'à ce que quelqu'un la reconnaisse comme une personne disparue et appelle la police. 5 ans plus tard, en février 1986, Strain a été inculpé et condamné pour le meurtre de sa belle-fille de 16 ans, Diana Dean, qui avait disparu en 1981. Cette année-là, Diana était partie avec Strain pour un voyage à moto de l'Idaho au Texas. Elle prenait régulièrement des nouvelles de sa mère, appelant plusieurs fois par semaine avant que tout contact ne cesse soudainement. Quand Strain est revenu, il a dit à la mère de Diana que l'adolescente lui avait volé son argent et s'était enfuie. Cependant, en octobre 1981, les restes squelettiques d'une adolescente ont été découverts sous des rochers dans un ravin escarpé du canyon de Spanish Fork. Elle avait reçu une balle dans la tête et portait encore un carnet d'adresses que les enquêteurs ont utilisé pour tenter d'identifier la victime. Les restes ont été formellement identifiés lorsque la mère de Diana a reçu une lettre de la police, cherchant à mettre un nom sur les restes. Strain a avoué le meurtre lors de l'interrogatoire, et bien qu'on lui ait posé des questions sur l'assassinat de Mary Tracy à ce moment-là, il a affirmé ne rien savoir à son sujet ni sur sa mort. Malheureusement, il est mort en 2007. Cependant, les enquêteurs en 2023 ont pu obtenir un échantillon de son sang, qui avait été conservé après son autopsie.
L'acide désoxyribonucléique de Strain correspondait parfaitement à l'acide désoxyribonucléique découvert sur la scène de crime de Mary. Bien que l'affaire de Mary soit résolue, il reste encore quelques questions sans réponse. Les enquêteurs souhaitent de parler à toute personne ayant travaillé au Sunline Motel durant l'été 1980. Certains pensent que Mary a été tuée ici puis déplacée par la suite, car il y avait peu de sang ou de preuves sur les lieux où son corps a été retrouvé. De plus, une femme de chambre du motel, en 1980, se souvient avoir nettoyé beaucoup de sang dans l'une des chambres à l'époque de sa disparition et de sa mort. Les détectives aimeraient également retrouver et interroger une amie de Mary, connue seulement sous le nom de Lisa, car elle pourrait avoir été l'une des dernières personnes à avoir vu la jeune femme de 25 ans vivante. Toute personne disposant d'informations pertinentes est priée d'appeler le bureau du shérif du comté d'Ada au 2 085773 102. Et voilà les faits. Laissez un commentaire avec vos réflexions et réactions, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé. Restez vigilants, restez en sécurité et on se retrouve la prochaine fois.